des mules qui transportent la drogue. On les met aussi sous drogue et finissent par être addicts sous drogue, puisque cette drogue va servir on va souvent les faire chanter avec ça, mais elles sont aussi là pour vendre. Donc à Paris, à un moment, elles étaient régulièrement agressées par les petits drogués parce qu'elles savaient qu'au bord du trottoir, elles avaient de la violence sur elles. Elles sont aussi vendeuses. Donc dans ce trafic de personnes, on arrive au trafic de drogue et à d'autres trafics aussi. Et voilà, donc voilà à peu près les petits visages de cette traite-là. Maintenant, quels sont les modes opératoires des trafiquants? Je vous rappelle que nous sommes dans la filière africaine. Donc, la première chose, c'est ce que j'ai appelé les rabattages. Ça veut dire que vous avez déjà quelqu'un qui est ici, il va appeler sa mère, lui dit, écoute, dans l'association temps, essaie de me repérer des personnes. Je signale quand même à titre informatif que dans la filière africaine, les proxénètes, ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui tiennent le réseau. C'est elles qui organisent, c'est elles qui rabattent, c'est elles qui choisissent, c'est elles qui font partir, c'est elles qui gèrent le réseau. Donc quand on va démanteler un réseau, au bout du réseau, c'est une bonne maman à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Ce sont les femmes qui sont à la tête de ça. Donc il y a dans le rabattage en famille d'abord, parce que s'il y a déjà quelqu'un ici, c'est facile. La famille là-bas devient un repère. Donc tout le monde va prendre peut-être la mère de la personne qui est ici, elle deviendra dans la ville la personne qu'il faut voir si vous voulez que votre enfant aille en France. Voilà. Donc il y a ce rabattage-là, il y a les amis, il y a surtout les associations. Aujourd'hui au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, on trouve des systèmes de tontines, mais les tontines ne sont pas faites pour prendre l'argent et investir. C'est pour faire partir chaque fin du mois 1 ou 2 enfants. Et maintenant on les trouve. On en démantèle tout le temps, mais elles se recréent. Ça se fait clandestinement. Ce sont des tontines qui sont faites rien que pour ça, pour faire partir les personnes. Donc les femmes se réunissent, chaque mois elles mettent 50 000, 100 000, et l'argent que ça donne, on choisit une des filles des personnes de l'association. Les noms sont déjà écrits. La première tontine, ce sont les 2 là qui partiront. Deuxième tontine, ce sont les 2 là qui partiront. Donc c'est déjà ancré dans le mode de vie des gens, et puis ça ne dérange plus personne. Et on a également les marchés. Parce qu'on sait qu'au marché, les jeunes filles qui vendent de la friperie, qui vendent de l'huile, mine de rien, elles ont beaucoup d'argent. Donc vous avez des femmes qu'on envoie comme ça rabattre dans le marché, chercher les jeunes filles qui en ont marre de vendre de l'arachide, vendre de beignets, pour vendre ceci, pour leur dire il y a une possibilité de partir, il faut payer tant, voilà les possibilités. Donc le rabattage, il est vraiment à tous les niveaux, vraiment le terrain est très très bien maillé et ils savent comment y aller. Il y a ce que j'ai appelé tout à l'heure la fraude documentaire. Là, je suis vraiment, le Cameroun aujourd'hui avec le Bénin sont les pays où on achète tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous mettez l'argent, les gens viennent de partout, ça a créé des gros réseaux au niveau de Bapenda, ça a créé des grands réseaux au niveau de Douala. Le réseau a tellement fait qu'il s'est installé à l'aéroport de Douala et ça fait 2 fois de suite qu'on démet du directeur jusqu'au bagager. C'est la première fois qu'on voit ça au monde. C'est-à-dire, on a changé toute l'équipe, on a viré tout le monde. La présidence a réagi. Et après, le réseau s'est encore installé. 2 ans après, on a encore été obligé de faire la même chose. Mais on n'arrive pas parce que maintenant les populations ont pris ça et c'est devenu quelque chose de très, très courant. Et la fraude documentaire ici, c'est pas seulement acheter les faux papiers pour venir. C'est également une corruption qui fait que, la dernière fois que j'étais à Locrette, c'est là-bas que le patron de Locrette m'a dit mais les personnes qui trafiquent, Madame Kobela, ce n'est pas les consulats, parce que moi j'avais beaucoup indexé les consulats, que j'ai traité de corrompus, et qui avaient des brebis galeuses dans ces consulats, parce que quand on voyait le mouvement auquel les filles venaient, elles ne venaient pas par bateau, ces filles, elles viennent par avion. Donc elles ont des vrais papiers avec des vrais bons visas. Comment ces filles-là ont les visas alors que les visas sont difficiles à donner? Et là j'ai compris que les proxénètes ici ne versent pas l'argent dans les consulats, mais versent plutôt l'argent à des notables dans nos pays qui leur donnent les papiers qui facilitent l'obtention des visas. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez le chemin. Ça veut donc dire qu'à partir de ce moment, dans 2 semaines, le nom de votre fille va se retrouver sur une liste de personnes qui vont ensuite pour 6 mois de formation pour le ménage, payé par l'État camerounais par exemple. Voilà. Et quand les dossiers arrivent, même si la formation a l'air bidon, mais les dossiers arrivent, viennent d'un ministère avec le sceau ministériel, ce sont des lettres diplomatiques qu'on ne touche pas, on donne le visa, affaire est réglée. Donc voilà ce qu'on nous a expliqué. Donc, soit des formations comme ça. Donc on arrive donc à c'est ça que j'appelle la fraude documentaire.
Et cette fraude va encore beaucoup plus loin au niveau des banques. Parce que parfois on demande des cautions, donc les personnes vont à la banque, ouvrent un compte rien que pour ça, et des personnes vous versent l'argent dessus avec des intérêts. Donc vous prenez les papiers, vous allez faire votre truc, dès que vous avez le visa, vous allez en France. Normalement ces comptes-là sont fermés dans les 2 mois qui suivent le départ de la personne. C'est-à-dire c'est un système tellement bien organisé. Chaque fois qu'on essaie de trouver un moyen pour contrecarrer, ces personnes qui ne sont pas connes, parce que croyez-moi, les trafiquants, ce n'est pas des gens qui ne sont pas là à l'école. Parfois, on en a arrêté quelques-uns, il y avait un magistrat, il y avait un grand directeur de je ne sais pas où, avec des gros diplômes de l'école normale. Mais ce sont des gens qui sont des intellectuels, donc ils savent comment contrôler ces choses-là. Donc la fraude, elle se passe à ce niveau-là. Les complicités, comme je vous ai dit, on les trouve dans les aéroports, les ministères, les établissements banquiers, les frontières. Il y a quelques mois, on a arrêté au Cameroun un camion avec 30 enfants qui venaient du Bénin, qui étaient destinés à être pendus au Gabon. Alors, vous comptez le nombre de pays qui entre le Bénin et le Cameroun. Ils sont venus par voie terrestre. Comment ils sont passés par tous ces postes frontières, ni vus, ni connus. C'est le zèle d'un policier camerounais à l'entrée des Bolova qui les a stoppés. Un camion, un car avec 30 enfants, sans aucun adulte, et puis un monsieur qui doit vite passer et qui propose 100 000 francs aux policiers pour passer rapidement parce qu'il doit rentrer. Il y a une autre cargaison à aller prendre. Et c'est comme ça qu'on stoppe. Donc on a un problème aussi dans ces métiers-là, dans ce genre de métier, dans ces frontières. Il y a une corruption au niveau de la police, que heureusement il y a encore des gens sans ça, par exemple, on ne l'aurait pas arrêté, mais la corruption est beaucoup trop forte. Et ce n'est pas seulement le Cameroun, c'est tout le continent qui a ce problème de corruption. On a les tromperies, c'est tout simplement les jeunes femmes qui vont chercher des enfants. Parce que quand les mamas qui sont ici, comme on les appelle, envoient une jeune fille avec des papiers, des faux papiers, pour aller au Cameroun ou au Bénin faire une cargaison d'enfants, elle vient, elle les reconnaît. Je ne comprends plus loin comment les enfants arrivent, quel papier elles font pour que ces enfants rentrent dans l'espace. Et donc, parfois, quand elles se retrouvent dans des conditions difficiles, ces enfants, parfois, on les met dans la rue, c'est pour qu'ils tombent dans vos structures, dans une de vos structures, enfants jeunes errant dans la rue. Du jour au lendemain, vous tombez sur un jeune enfant qui est dans la rue, il vous dit, il ne sait pas d'où il vient, alors qu'il a été mis là dans la journée, parce que ça fait depuis des mois qu'il est là. Il y a un système qui fait qu'il faut le prendre en charge. Mais ça, c'est les revers du système social. Ensuite, il y a les intimidations, les fausses promesses de travail et l'utilisation des victimes comme à part. C'est tout simplement que les mamans, elles choisissent souvent leur fille la plus docile. Dans le cas ici en France, elle va prendre leur fille la plus docile, on va l'habiller de plissage, avec des gros paniers bien en vue, on l'habille bien, on lui donne peut-être 2 000 à 3 000 euros, et part. Dès qu'elle arrive, toutes les jeunes filles qui vont la rencontrer vont être comme ça, il n'y a pas à faire. Du coup, elle n'a que l'embarras du choix. Elle est partie pour amener 5 filles, elle va en ramener 10. Ça, il n'y a pas de problème pour ça, parce que les familles vont donner l'argent pour que leurs filles aussi deviennent comme elles. Donc il y a beaucoup cette utilisation des jeunes victimes comme des apparts là-bas pour susciter l'envie de venir et trouver l'argent pour venir. Comment est-ce que ces victimes arrivent ici? Comme j'ai dit tout à l'heure, on a parlé déjà des rabatteuses et le recrutement. Il y a les réseaux de passeurs. Ce sont des gens tout simplement, comme je l'ai expliqué un peu plus haut, qui ont les moyens de mettre la main sur des notables qui peuvent leur donner tous les papiers que n'importe quelle ambassade européenne demande. Après, ce n'est plus une question d'argent. Dès qu'ils ont obtenu tout ça, le dossier est prêt, les visas sont donnés. C'est très très facile. Ensuite, il y a les offres d'emploi déguisées. On en trouve maintenant énormément. Et les faux mariages et les faux témoins de mariage. Attention, les faux mariages, vous êtes peut-être au courant, mais les faux témoins de mariage, ça c'est nouveau. C'est nouveau depuis 3 ans. Ce sont des couples qui se marient ici et qui mettent comme témoins de mariage des jeunes filles qui doivent arriver. Voilà. Donc, elles vont avec les invitations et tout le reste, avec toutes les garanties qu'elles rentrent après leur mariage, sauf qu'elles ne rentrent jamais. Il faut trouver les moyens, mais écoutez, les gens luttent, ils trouvent d'autres moyens pour entrer. Donc ça, c'est très nouveau. Ils ont déjà perçu ça dans les consulats, là-bas en Afrique, mais ça passe encore. Pour comprendre comment ça passe. Il y a les agences de mannequinat, ça c'est beaucoup, énormément sur Internet, où on offre des agences de mannequinat, aux jeunes filles, elles s'inscrivent, elles payent, et l'argent qu'elles payent, on leur fait des papiers, elles arrivent. Dès qu'elles sont déjà là, il n'y a plus rien à faire. On a les fausses inscriptions dans les séminaires, ce sont aussi, c'est surtout beaucoup sur Internet. Vous trouvez un séminaire, vous vous inscrivez, vous payez tout ce qu'il faut, on vous envoie l'invitation à la date du séminaire, vous partez, vous trouvez quelqu'un qui fait, donc les trafiquantes ici cherchent ces séminaires et vont inscrire 10 filles dedans.
Et après, elles envoient tous les papiers, elles payent ce qu'il faut, elles envoient les papiers, on donne les papiers pour le séminaire, sauf qu'elles ne rentrent jamais. Donc, elles entrent tous les jours. Tous les jours, chaque fois qu'Air France rentre ici, il y a des filles dans l'avion. Ça, c'est connu, mais c'est pour plusieurs façons d'entrer. Il y a également, comme je vous dis, et tout ça, c'est surtout sur Internet. 4, 5, 6 et 7, c'est vraiment, surtout 5, 6 et 7, on est vraiment dans le dégât. Le dégât, parce qu'aujourd'hui, les trafiquants se sont mis au multimédia. Donc, ils se sont aussi mis, ils se sont inscrits, ils ont leur site APAC qui attrape des milliers de jeunes chaque année, et c'est comme ça. Et le dernier truc en mode, c'est les grands événements sportifs et culturels. Ça veut dire la grande foire que le Bénin ou la Côte d'Ivoire ou le Nigeria ou le Cameroun vont organiser, je ne sais pas où. 100% des hôtesses doivent rester. Les trafiquants ont déjà payé les responsables pour faire venir ces filles comme des hôtesses qui ne rentrent jamais. Donc, c'est tous ces systèmes-là qu'il faut voir, c'est tout ça. Ou des grands matchs. On amène des filles qui sont supposées servir des jeux aux joueurs de foot. Je n'ai pas encore vu ça, mais chez nous, ça se fait. Et ces filles-là, aucune ne repart. Et ça, les trafiquants ont déjà payé la base. Quels sont les lieux de pratique? Il y a un moment restées sur le trottoir, elles ne sont plus maintenant. On est tous d'accord. Elles se sont plutôt, depuis les lois de M. Sarkozy, aujourd'hui, dans la filière africaine, elles sont dans ce qu'on appelle des restaurants clandestins. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup ici à Tours, mais à Paris, Congo, Cameroun, on le servit. C'est-à-dire les gens vont transformer leurs appartements en restaurants. Vous allez chez quelqu'un, vous mangez un poisson, vous prenez une bonne bière, et puis la personne qui vous sert, il y a une des chambres qui est libre, c'est tout de suite à côté. Ah oui. Voilà, ça se passe comme ça. Et ça, il y en a des dizaines, on les appelle. Donc, la plupart des filles, quand on les achète, c'est des trottoirs, elles se sont rabattues sur ce monde-là. Elles sont dans les appartements avec les restaurants clandestins. Il manque un instant, excusez-moi. Il y a les hôtels et les bars. Elles sont aussi dans les hôtels SM. Et au sous-sol, il y a des chambres, ou au dernier étage, il y a les chambres de bonne. Donc à Paris, on trouve ça énormément. Dans les appartements, maintenant, les mamans, ce qu'elles font, c'est louer des appartements et elles mettent toutes les filles là. Donc les chambres servent pour que les clients viennent. Comme ça, ils sont même plus tranquilles. Alors, parce qu'à l'hôtel, on peut faire une descente. Donc c'est plus difficile. C'est plus facile pour elles de travailler et c'est plus difficile de mettre la main sur les filles. Le truc après, c'est de les faire tourner. Elles ne sont plus les mêmes pendant des mois et des mois sur place. Donc vous verrez par ça, elles viennent par vague. Soit par vague de nationalités différentes, soit par vague elles viennent, elles restent une semaine et partent. Après on vous envoie d'autres, on vous envoie d'autres. C'est pour ne pas donner le temps aux autorités, aux associations, de mettre les noms sur elles, de faire des dossiers. Donc elles viennent, elles partent, elles viennent, elles partent. Et ça tourne. Donc les appartements sont vraiment, elles ont comme ça 10-15 appartements dans la ville. Et les filles sont dedans, elles tournent, et tout se fait là-bas. Donc si vous n'avez pas un tuyau pour entrer dans ces appartements, ça se fait sur votre nez et vous ne voyez rien. Et du coup, les filles continuent d'arriver. Les associations nous disent on a moins de filles, le flux est arrêté. C'est pas vrai. Ça continue, c'est juste qu'elles ne sont plus visibles pour vous parce qu'elles sont déjà dans un autre système. Ah oui. Il y a les bois et les forêts. Toutes les forêts aux alentours de la sortie de Paris. Toutes les forêts qui se trouvent à peu près à 1 heure de Paris. Amiens, Caen, Tours, tout ça, on les trouve là. Le week-end, ils viennent, le soir, ils sont là. Il y en a qui sont là pour la semaine. Le week-end, on les enlève. Celles qui sont restées toute la semaine à Tours vont partir le vendredi soir pour Toulouse. Et celles qui étaient à Marseille vont monter à Tours. Vraiment, maintenant, ils gèrent comme ça, ils s'embrouillent des associations. Ils n'ont pas le temps de s'attendrir et de reconnaître des filles, donc ça permet de tourner. Les camionnettes continuent. Hein. Elles ont toujours leurs camionnettes qui sont aux sorties des villes, dans les petits bois, dans les champs, à côté des champs de blé. Elles ne sont plus dans les villes. Donc, à Paris, on les trouve encore quelques-unes au bois de Seine-Seine. Et quand il n'y a pas de camion, elles travaillent carrément derrière les arbres. Elles prennent un drap, elles font un petit truc, il y a de la place. Et ça continue. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup Internet maintenant. Il y a beaucoup de filles sur Internet. Ça, c'est même ici, déjà, il y a pas mal de filles qui font déjà cette prostitution sur Internet. Elles s'inscrivent toutes seules et puis elles reçoivent dans les petits studios. Et comme ça, elles ne peuvent pas avoir l'association pour demander une aide médicale. Elles savent maintenant comment faire avec certaines assistantes sociales et vont directement là-bas. Et puis il y a les opinions qui sont privées. Quelles sont les formes dans la filière africaine, les différentes formes que personne ne se plaint de ça, personne ne parle. Donc les campagnes, quand nous on arrive, si on ne trouve pas des témoignages,
des personnes qui viennent parler à notre place. Moi, ça fait 20 ans que je parle, on m'entend parler. Donc, de temps en temps, il faut faire parler d'autres victimes. Mais c'est très, très difficile, parce qu'il y a le silence. Pour eux, je suis là pour gâter leur business, c'est de la langue Europe, et donc voilà. Donc, tout le monde se tait, personne ne parle. Donc, ça, c'est un gros problème. Il y a le manque le peu ou le refus de coopération des victimes, et puis il y a cette dette familiale, où chez nous, vraiment, on a un système éducatif où tu es lié à la famille, tu n'es rien sans ta famille. Donc du coup, chaque fois qu'il faut séparer ses filles de leur famille, elles préfèrent mourir que de se séparer. Elles ne vont rien vous dire. Et ça, pour les accompagnateurs que vous êtes quand vous ne maîtrisez pas ce contexte socio-culturel, l'accompagnement est un peu compliqué. Parce que vous dites, mais je vais t'aider, il faut que tu trahisses, il faut que tu viennes. Et tu dis, non, elle a besoin de sa famille. Même quand elle est dans une situation de violence, elle va passer un moment en cachette pour contacter cette famille en cachette parce qu'elle a besoin d'être en contact. Parce que lorsqu'elles rentrent dans les systèmes ici qui sont de protéger et d'agresser la famille, elles sont dans une situation tellement grave. Elles se retrouvent marginalisées. Et ça, quelle que soit l'aide que vous pouvez leur apporter, elles sont seules. Elles sont seules et ça, elles ne peuvent pas supporter ça. Et ça, c'est très très difficile à ce niveau-là. Et il y a la filière des femmes mariées dont j'ai parlé tout à l'heure. Derrière le trafic des femmes, on a aussi le trafic des enfants. Comment est-ce qu'ils font ainsi pour faire entrer les enfants ici? Donc on envoie des jeunes femmes qui ont des papiers ou qui ont des faux papiers. Tout ça c'est bon, ça marche. Elles arrivent et elles vont prendre des enfants, des soeurs, des cousines, et elles vont se mettre sous tutorat. Elles prennent ces enfants comme tutorat. Comme elles ont des faux papiers français, ce sont elles sont françaises, hein, elles ont pris la doublure d'une copine, arrivées ici, elles font les papiers nécessaires et les enfants arrivent. Mais sauf que quand vous faites le suivi de l'enfant, ces enfants n'habitent jamais avec ces personnes qui sont allées les adopter. Donc c'était aussi une façon d'attirer un peu l'attention sur les assistantes sociales, sur tous les gens qui travaillent sur ces adoptions, pour vérifier que tous ces gens qui vont adopter les enfants vivent bien dans la maison avec eux. Parce que dans la plupart des cas, ces enfants-là ne vivent pas avec ceux qui sont allés les prendre sous tutorat, qui sont allés les adopter, qui sont allés les reconnaître. Ils vivent avec d'autres personnes, ils ne vivent pas avec ces personnes-là. Et ça, c'est déjà un détail qui doit attirer l'attention. Il y a les adoptions dont j'ai parlé, il y a eu beaucoup de trafic là aussi, les reconnaissances, les rapts, on les enlève maintenant dans les villages, les filières des choristes, ça c'est une filière qu'on retrouve notamment vers le Congo, ce sont des jeunes dans l'église, les choristes. Ils viennent, ils accompagnent des grandes chorales, et ils arrivent ici, après au niveau de la Belgique, au sud de la France, ou beaucoup plus vers l'île. Après les concerts, les enfants disparaissent. On les retrouve une partie en Belgique, une partie en France, d'autres en Hollande, d'autres en Suisse. Ils ont été adoptés par des personnes et puis ils ne sont plus là. Et il y a les enfants mules, comme nous appelle, moi je dis mulets, parce que ce sont des petits, et c'est ceux qui transforment la drogue. On les amène, ils portent la drogue dans leur corps. Donc pendant que la police cherche sur les adultes, les bébés sont passés avec les drogues dans les colonnes et tout le reste. Il y a les fausses familles reconstituées. Ça a été l'une des choses qui a fait qu'à un moment, on a dû toucher le système de regroupement familial ici. Parce que ce sont des personnes, vous aviez des mamans qui envoyaient des jeunes hommes avec plusieurs identités, plusieurs passeports. Ils partaient en Afrique, ils épousaient des filles, avec plusieurs identités. Ensuite, c'est par le biais du regroupement familial qui les faisait revenir. Et à un moment, ça a été, et dans ce regroupement familial, la fille arrive, il y a 2 enfants qui l'auraient fait au village là-bas depuis. Donc du coup, rien que par ce regroupement, elles arrivaient à faire entrer comme ça 4, 5, 6 personnes d'un coup, sous forme d'une famille reconstituée. Mais ça a duré des années avant que l'alarme soit donnée, lorsque nous avons commencé à faire les premières enquêtes en 2006. Et c'est là que les fameuses lois qui ont touché le regroupement familial ont été faites. C'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas compris, parce qu'au début, c'était un truc de racisme, de ceci. C'est vrai que c'était un peu compliqué, mais sachez qu'une partie de la retouche de cette loi-là, de ce truc de regroupement familial, c'était que les trafiquants avaient découvert comment faire entrer les filles, avec les enfants, par le regroupement familial. Donc, à ce moment-là, on avait arrêté. Et puis, il y a la question des enfants dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ça, c'était surtout très, très difficile parce que quand on fait rentrer des enfants comme ça, il fallait trouver, et ça nous amène à ce que j'appelle les dérives de ce trafic-là. Parce que parfois, vous êtes là tranquille, vous allez au bord de la gare, vous trouvez une jeune femme qui erre. Elles sont toujours africaines, et comme par hasard, elles sont toujours enceintes. Donc, à un moment, on vous les met là. Vous allez les prendre. Croix-Rouge, Nid, tout ça. À un moment, vous allez les récupérer. Mineurs en situation d'errance, non ceci, à l'hébergement d'urgence et tout. Vous prenez la totale, vous faites les grossesses.
et après, au bout des accouchements, comme par hasard, elles disparaissent. Donc ça aussi, c'est l'effet pervers. Je ne veux pas dire qu'il faudrait que chaque fois que vous trouvez une fille, que vous pensiez qu'elle vient du réseau, mais c'est juste pour vous dire que les trafiquants aujourd'hui utilisent le système social français. Ils le maîtrisent. Ils savent très bien ce que fait, quels sont les services que le ministère, quels sont les services que l'amical donne, quels sont les services que le planning familial donne, quels sont les services. Ils connaissent ça par cœur. Et dès qu'ils savent ça, ils savent à quel moment vous envoyez qui. Et après, vous faites le travail qu'il faut après récupérer après. Mais n'oubliez jamais que nous sommes en France et que même si vous êtes sûr que ces filles-là sont manipulées par les réseaux, n'oubliez jamais que c'est d'abord des critiques d'un système de traite. À partir de là, on peut travailler comme ça. Les routes. Comment est-ce qu'ils arrivent quand ils ne prennent pas l'avion? Voilà. Vous avez la côtière en bleu. Toute la partie bleue, c'est ce qu'on appelle la côtière. Donc là, il y a une route qui longe tout simplement la mer. Et là, ils quittent le Cameroun, ils vont par le Niger, jusqu'au Sénégal, pour arriver aux Canaries, ensuite l'Espagne, vous connaissez la suite. Il y a d'autres qui passent par le nord Cameroun, qui entrent par le Niger et qui entrent. Et ces routes-là on les confond très facilement avec les routes des migrations clandestines, parce qu'on a tout simplement les mêmes itinéraires et les mêmes intermédiaires. Donc du coup, les filles prennent ces routes-là. Et il y a une zone qu'on oublie un peu aujourd'hui, c'est le golfe d'Aden, vers le Moyen-Orient. Nous avons une grosse filière, la plus grosse filière qui va vers le Moyen-Orient, c'est la filière togolaise. Et ce sont les commerçants libanais qui sont installés là-bas qui ont installé ça. Ce sont des jeunes filles qu'on envoie au Liban, soi-disant pour faire les ménages, et qui arrivent dans les harems et qui sont dans la prostitution. Et ça, c'est une filière très très difficile. Donc ça, c'était pour vous montrer à peu près la carte et voir comment tout ça fonctionne. Et là, c'est le Cameroun, avec ce que j'appelle ici en bleu, l'axe lourd de la traite. Cet axe-là continue jusqu'au Sénégal. Donc vous avez, on arrive du Sénégal, on entre au Cameroun par Atoya, on arrive à Bamenda, on arrive au niveau de Bafoussam, et à partir de là, si les personnes doivent aller prendre l'avion en Guinée équatoriale, ils descendent par la droite pour vous, et s'ils doivent aller au Gabon, ils descendent par la gauche. Et là, vous avez les routes et toutes les petites routes de traite qui existent à l'intérieur du pays. Les coûts des traversées sont là. Je vous ai mis ça pour que vous compreniez un peu ce que représente ces salaires pour les Africains. Ça veut dire que quand la famille a déboursé l'argent pour qu'une fille vienne, et nous ici, on vient travailler, parfois elle tombe dans un truc pour être rapatriée, mais pour la famille, c'est la fin du monde. Vous ne comprenez pas. Vous regardez seulement les prix, c'est énorme. La fille doit travailler pour rembourser, pour amener cet argent-là. Il ne faut même pas qu'elle soit rapatriée. Donc, regardez les prix. Comment ça passe par terre, par mer. Regardez tout ce que ça donne, 1000, 2000. Et on amène ça. Ça, c'est l'agence des Nations Unies et l'agence Frontex qui donnent ces chiffres-là. Parce qu'on a découvert aussi au Cameroun qu'à un moment, les filles camerounaises pour venir en France, par exemple, passaient par la Chine pour avoir le visa. Donc la Chine, et c'est les réseaux chinois qui les rejettent en Europe. Et ça donne ces coûts-là. Et elles payent. Et elles les trouvent. Et là, c'est plus petit. Et ça, c'est les routes maintenant à pied. Les différentes routes. À partir du moment où vous êtes sur une route, vous savez quelles sont les nationalités que vous allez trouver dessus. La route ouest de la Sahara, ce sont les Ivoiriens, les Ghanéens, les Burkinabés, les Togolais, les Béninois. La route côte ouest, ce sont tous les migrants qui sont sur cette route-là, la côte de Bibo aux Canaries, ça veut dire Libéria, Sierra Leone, Guinée, tout le reste, voilà. Et Central Africa, vous ne pouvez pas chercher, c'est Cameroun, Nigeria, Niger. Là, vous ne trouvez que ces gens-là. Et puis l'Est de Sahara, les Marocains, les Tunisiens, les Libyens, les Égyptiens. Et puis le reste, c'est ça qu'ils trouvent. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire dans cette petite présentation, mais sachez que c'est beaucoup plus détaillé, ça prendrait 3 heures si je vous donne le détail des pratiques, comment on va chez les enfants, comment on les maîtrise, comment on fait ceci, et ça vous trouverez ça dans le livre que j'ai laissé là, il y a plus de détails dessus avec le détail sur toutes les pratiques, le plus de détails sur toutes ces choses-là, parce que je ne voulais pas m'attarder trop dessus, parce qu'il y a le livre qui est là. Donc voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur cette présentation. Merci.